Bonjour et bienvenue au livre audio de l'Orangerie de Larry Tremblay, lu par moi, Hugo le Magnifique, partie 3, on est à la page 51. Tadada. Zahed a passé plusieurs jours à ramasser les débris de la maison de ses parents. Elle a nettoyé le terrain, elle a récupéré des photos, des vêtements, un peu de vaisselle. Mais elle n'a pas gardé les quelques meubles qui pouvaient encore servir. Tamara l'a aidé comme elle a pu. Les garçons ont proposé de donner un coup de main, mais leur père les a chassés. Mari et femme ont travaillé en silence, un silence pénible et lourd. Plusieurs fois, Tamara a voulu ouvrir la bouche, autant de fois elle a retenu ses phrases. Et elle a senti que c'était la même chose pour Zahed. Un camion est venu récupérer ce qui restait des murs de la maison. Il n'y avait plus que le plancher avec ses taches de sang. Zahed a pris sa femme par la main. Elle n'a pas compris ce qu'il voulait faire. Devant sa nervosité, il lui a demandé de s'asseoir. Elle a obéi. Il s'assit près d'elle sur le plancher orphelin de ses murs, en deuil de ses habitants. Tamara eut envie de rire. Elle avait l'impression que la maison de ses beaux-parents venait d'être emportée par le vent et qu'ils étaient, son mari et elle, sur le point de s'arracher à leur tour à la terre pour la quitter pour de bon. C'est Zahed qui a brisé le silence. Ce sera Ahmed. Ce serait lui qui portera la ceinture. Le cœur de Tamara s'est arrêté. Je sais ce que tu penses, a poursuivi péniblement Zahed. Je sais que tu as envie de me dire. J'ai réfléchi, longuement réfléchi. Ce ne sera pas Aziz. J'aurais honte, Tamara. Je ne pourrais plus vivre si je demandais à Aziz de porter la ceinture. Je ne pourrais plus m'adresser à Dieu. Oui, Tamara, j'ai réfléchi longuement à tout cela. J'ai retourné la question des milliers de fois dans mon cœur et... Mais Aziz va... a tenté de dire Tamara sans pouvoir terminer sa phrase. Oui, Aziz va mourir. Je le sais comme toi. Je t'ai reporté ce que le médecin m'a expliqué. Ce ne sera pas un sacrifice s'il portait la ceinture. Ce serait une offense. Et ça se retournerait contre nous. Et puis, Aziz, dans son état, ne pourrait pas réussir. Il est trop faible. Non, Tamara. Ça ne se peut pas être Aziz. On n'envoie pas un enfant malade à la guerre. On ne sacrifie pas ce qui est déjà sacrifié. Essaie de le reformuler avec tes mots, Tamara. Tu arriveras, comme moi, à la même conclusion. C'est Ahmed qui partira. Tamara pleurait et faisait non de la tête, incapable de parler. Pourquoi crois-tu que Sulaïed est venu me présenter ses condoléances en compagnie de Kamal? Écoute-moi, cet homme a perdu sa femme à la naissance de son unique fils, et il a accepté de le sacrifier. Zahed s'est levé, Tamara l'a vu disparaître, le dos courbé dans les champs d'orangers. Elle n'était pas étonnée. Elle savait que Zahed allait choisir Ahmed. Elle savait, au fond, toujours su. Et c'est cela qui l'avait rendue muette de douleur. Ce soir-là, dans le jardin, elle a regardé la lune pour s'imprégner de sa lumière lointaine. Tout à coup, elle s'est souvenue d'une chanson. Sa mère la lui murmurait à l'oreille pour l'endormir. Un jour nous serons lumière, nous vivrons dans des yeux toujours ouverts, mais ce soir, petite, ferme tes paupières. Oh, c'est incroyable. Une sensation de froid envahit son ventre. Elle a cru qu'elle était malade, mais le froid, qui d'habitude descend, est monté jusqu'à ses lèvres, sa langue, et des mots glacés se sont formés dans sa bouche. Elle a compris qu'il était trop tard. Rien ne pourrait désormais faire fondre ses mots et la pensée qu'elle refermait. Elle a entendu que la nuit règne sur la maison, puis elle est montée, sans faire de bruit, dans la chambre des garçons. Elle entendait le sifflement de leur respiration. Ils dormaient profondément. Elle s'est approchée du lit d'Ahmed et a posé la main sur son front. Elle a attendu qu'il se réveille. Quand il a entrouvert les yeux, elle lui a pris la main tendrement. Ne dis rien, ne réveille pas ton frère, suis-moi. Elles sont sorties de la chambre comme des voleurs. Elle est retournée avec Ahmed dans le jardin. Elles se sont assis sur le banc qui faisait face aux roses. Le banc de la lune, comme Tamara aimait en secret l'appeler. Ahmed ne paraissait pas trop surpris qu'elle l'avait en pleine nuit et qu'elle le traîne hors de la maison. Ses paupières étaient encore lourdes de sommeil. Écoute... Écoute-moi, Ahmed. Bientôt ton père entrera dans ta chambre sans faire de bruit pour ne pas réveiller ton frère. S'approchera de toi et posera sa main sur ta tête comme je l'ai fait moi-même tout à l'heure. Et toi, tu sortiras lentement de ton sommeil et tu comprendras, en voyant son visage penché sur le tien, qu'elle t'a choisi. Oui, elle te prendra par la main, t'amènera dans l'orangerie, te fera asseoir au pied d'un arbre pour te parler. Je ne sais pas en fait comment ton père va te l'annoncer, mais tu le sauras avant même qu'il n'ait ouvert la bouche. Tu sais ce que ça signifie? Tu reviendras pas de la montagne. Je ne suis pas au courant de tout ce que Sulayed vous a raconté à ton père et à toi, mais je le devine.
Ton père dit que c'est un homme qui voit l'avenir, un homme important et qui nous protège de nos ennemis. Tout le respecte, personne n'oserait lui désobéir. Ton père le craint. Moi, dès que je l'ai vu, je l'ai trouvé arrogant. Ton père n'aurait pas dû accepter qu'il passe le seuil de notre maison. Qui lui a donné le droit d'entrer chez les gens et de leur enlever leur enfant? Je ne suis pas sotte. Je sais bien que c'est la guerre et qu'il faut faire des sacrifices. Et je sais que vous êtes, ton frère et toi, courageux. Vous avez dit à votre père que ce serait un honneur et votre devoir de porter cette ceinture. Il m'a apporté vos paroles. Vous êtes prêt à suivre les pas d'Alim et de tous les autres. Votre père est bouleversé. Il est fier de votre détermination. Dieu a donné nous a donné les deux meilleurs fils du monde. Mais moi, Ahmed, je ne suis pas la meilleure mère au monde. Tu te souviens de ma cousine Ajmi? Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Elle était malade. Aziz souffre de la même maladie. Ses os sont en train de disparaître. C'est comme s'il fondait dans son corps. Ton frère va mourir, Ahmed. Je ne te crois pas. N'accuse pas ta mère de mentir. Le médecin de la grande ville l'a dit à ton père. Aziz ne verra peut-être pas la prochaine récolte. Ne pleure pas, mon chéri. C'est trop dur. Je t'en prie, ne pleure pas. Maman! Écoute-moi, Ahmed. Écoute-moi. Je ne veux pas que ce soit toi qui portes la ceinture. Qu'est-ce que tu dis? Je ne veux pas perdre mes deux fils. Parle à ton frère. Persuade-le de prendre ta place. Jamais. Dis-lui que tu veux pas porter la ceinture. Ce n'est pas vrai. Dis-lui que t'as peur. Non. Oh, Ahmed, mon petit. Aziz sera plus heureux s'il meurt là-bas. Tu sais ce qui l'attend autrement? Il va mourir dans son lit dans des souffrances atroces. Ne le prive pas d'une mort glorieuse où Dieu l'accueillera avec tous ses honneurs d'un martyr. Je t'en prie, demande à Aziz de prendre ta place. N'en parle à personne, surtout pas à ton père. Ce sera notre secret jusqu'à notre mort. Ahmed est retourné se coucher comme un petit fantôme titubant. Tamara demeurait assise sur le banc à la lune. Elle s'efforçait de calmer les battements de son cœur. Après un long moment, elle a tendu la main vers la rose la plus proche. Elle a caressé du bout des doigts ses pétales. Tamara avait l'impression de voir le cœur de la fleur respirer. Le parfum des fleurs et leur sang, lui avait dit un jour Shahina. Les fleurs sont courageuses et généreuses. Elles répandent leur sang, sans se soucier de leur vie. Voilà pourquoi elles se fanent si vite, épuisées d'avoir offert leur beauté à qui veut bien le voir. Shahina avait planté sa rosier à la naissance des jumeaux. C'était sa façon de célébrer l'arrivée de ses petits-fils. Tamara s'est brusquement levée du bain, s'est mise à arracher les roses. Ses mains saignaient, blessées par les épines. Elle se sentait odieuse. Cette pensée atroce, elle l'avait pleinement exprimée. Elle avait envoyé son fils malade à la mort. Le lendemain, une voix réveilla Ahmed bien avant son frère. À sa grande surprise, elle possédait les accents et le rythme particulier de la voix d'Alim. Pas d'erreur, c'était bien le silence. Elle parlait en lui sans vraiment s'adresser à lui, comme si elle était une chanson chantée par personne qui n'avait pas besoin qu'on l'écoute pour exister. Ma corde s'est cassée, répétait la voix d'Alim. Pendant un moment, Ahmed a cru que le jeune homme à la ceinture, revenu du pays des morts, se trouvait dans la chambre. Ma corde s'est cassée, ce n'est pas la faute du vent. Un bruit horrible a cassé ma corde. Mes oreilles saignent, je n'entends plus rien. Ahmed s'est redressé sur son lit à regarder autour de lui. Il n'a vu personne dans la pénombre de sa chambre. Mais il savait bien qu'il ne trouverait pas à la chambre que son frère endormi près de lui. Je me rapproche du soleil, je monte. Ce n'est pas à cause du vent, c'est la faute du bruit. Je n'entends plus rien et je ne vois plus la terre. Le blanc des nuages m'avale. Personne ne peut plus m'apercevoir. Ahmed a placé ses mains sur ses oreilles, mais la voix s'est faite encore plus forte. Un bruit cruel a cassé ma corde. Je brûle, seul dans le ciel immense. Je ne reviendrai plus. Je brûle, seul dans l'absence du vent. Ahmed s'est levé et s'est approché de la fenêtre de la chambre. C'était l'aube. Les premiers rayons de soleil touchaient la cime des orangers qu'ils apercevaient au loin. Longtemps, il regardait le ciel devenir bleu. La voix s'est calmée peu à peu. Quand elle s'est complètement tue, il est retourné se coucher. Il entendait battre son cœur. Il a enserré très fort Aziz. Il pressait son corps sur celui de son frère comme pour disparaître en lui. Avait-il rêvé ou sa mère avait-il réellement dit que les os de son frère étaient en train de fondre? Avait-il rêvé ou sa mère lui avait-elle réellement dit qu'il valait mieux pour son frère qu'il fasse exploser ses os de l'autre côté de la montagne? Le corps qu'il enlaçait, lui, est apparu tout à coup si effriable.
Non, il ne laisserait pas Aziz porter à sa place la ceinture d'explosifs. Aziz s'est réveillé et l'a repoussé brusquement. Qu'est-ce que tu fais, Ahmed? Rien. Lève-toi, il est déjà trop tard. Oubliez pas de prendre vos notes. La mort cruelle de ses parents n'avait pas changé la routine de Zahed. Au contraire, elle travaillait encore plus d'acharnement. L'orangerie avait pris à ses yeux une valeur supplémentaire. Était à présent le sanctuaire où reposaient les dépouilles de ses parents. Il vérifiait chaque arbre, enlevait les branches malades, irriguait le sol en ayant le sentiment d'accomplir des gestes sacrés. Le parfum qui montait de la terre le rassurait, lui, permettait de croire que l'avenir avait encore un sens. Il se sentait en sécurité parmi ces arbres, comme si aucune bombe ne pouvait percer le bouclier de leur feuillage. Son cœur le savait, ses champs d'orangers étaient ses seuls amis. Adossé contre un arbre, Zahed a pourtant laissé couler ses larmes ce jour-là. Il pensa à son père Mounir. Qu'aurait-il fait à sa place? Aurait-il choisi Ahmed ou Aziz? Il attendait un signe de son père défunt, assis sous le feuillage de l'oranger qu'il venait de tailler. Toute la matinée, Zahed a réfléchi à ce qu'il allait dire à Ahmed. De toute façon, a-t-il fini par se dire, ça n'a pas de sens d'envoyer l'un à la mort en sachant que celle-ci a déjà touché de l'autre de sa main invisible. Mais que faire d'autre? Il a essuyé ses larmes, a quitté l'orangerie près de la maison. Il a observé ses fils s'amuser dans le jardin. Ils venaient de laisser leur mère et sa classe improviser dans la cuisine. Hésitant, ils se sont approchés d'eux. Ahmed et Aziz ont senti sa présence et sont allés à sa rencontre, étonnés que leur père ne soit pas à cette heure en train de travailler. Zahed a contemplé en silence ses deux fils, comme s'il les voyait pour la première fois ou la dernière fois. Il ne savait plus trop quelle émotion étranglait sa gorge. Il a pris Ahmed par la main et l'a emmené avec lui, laissant Aziz dans le désarroi. « Où m'emmènes-tu » Il savait pourtant que ce que son père voulait faire. Zahed a gardé le silence en serrant plus fort la main de son fils. Ils ont marché jusqu'à la remise à outils. Son père lui a remis une clé et lui a demandé d'ouvrir le gros cadenas de fer. Ahmed a obéi. Puis Zahed a poussé la lourde porte de bois. Quand ils sont entrés dans la remise, deux oiseaux se sont échappés par une lucarne ouverte au-dessus de leur tête. Ahmed a eu peur un moment. La porte s'est refermée derrière eux. Un rayon de soleil traversait l'espèce de plafond où des millions de poussières dansaient. On aurait dit une longue épée vivante, ça sentait l'huile et la terre humide. « C'est ici que je l'ai rangé », a murmuré Zahed. Il est allé dans un coin à soulever une vieille bâche. Il est revenu près de son fils avec le sac de toile qu'il avait apporté sous la aide. Il s'est accroupi et a fait asseoir Ahmed près de lui. « Il faut enfermer les morts dans la terre », a-t-il dit, comme si chaque mot prononcé remontait des profondeurs de la terre elle-même. « Parce que c'est ainsi que les morts entrent dans le ciel. » En les enfermant dans la terre, c'est ainsi que j'ai enterré mes parents. Tu m'as vu. J'ai pris ma vieille pelle et j'ai creusé un trou. Tu les as vus, les vers qui allaient célébrer l'enterrement. Le plus difficile, ce n'est pas de jeter la terre dans le trou pour le recouvrir. Tu m'as vu. J'ai bien fermé le trou. Le plus difficile, c'est de chercher dans les débris. Ma mère, j'ai vu sa tête ouverte. Je ne reconnaissais plus la bonté de son visage. Du sang, il y en avait sur les murs percés, sur les assiettes cassées. J'ai ramassé avec mes mains nues les restes de mon père. Il y en avait beaucoup. Je vous ai demandé à ton frère et à toi de ne pas vous approcher. Je l'ai demandé aussi à votre mère. Personne ne devrait avoir à faire ça. Personne, même le plus coupable des hommes, ne devrait chercher les restes de ses parents dans les décombres de leur maison. J'ai creusé le trou qui ouvre le ciel en deux, disent nos ancêtres, et j'ai entendu la musique assommante des mouches, disent aussi nos ancêtres. Mon fils, il ne faut pas avoir peur de la mort. Au fil des phrases, la voix de Zahed s'est adoucie dans le pénombre de la remise. Ahmed trouva inquiétant et apaisant à la fois d'entendre son père lui parler de cette façon. Nous vivons chaque jour dans la crainte qu'il soit le dernier. Nous dormons mal et, quand nous le faisons, des cauchemars nous poursuivent. Des villages entiers sont détruits chaque semaine. Nos morts augmentent. La guerre s'intensifie, Ahmed. Nous n'avons plus le choix. La bombe qui a détruit la maison de tes grands-parents venait de l'autre versant de la montagne. Tu le sais, non? D'autres bombes vont venir de cet endroit maudit. Chaque matin, quand j'ouvre les yeux et que je constate que l'orangerie se tient encore debout sur le soleil, je remercie Dieu pour ce miracle-là, Ahmed. Si je le pouvais, je prendrais ta place. Ta mère n'hésiterait pas une seconde non plus.
Et ton frère non plus. Surtout ton frère qui t'aime tant. Sulayad va revenir. C'est lui qui va t'emmener au pied de la montagne. Il va revenir bientôt avec sa Jeep, dans quelques jours ou peut-être dans quelques semaines. Mais sûrement avant la récolte. C'est toi qui porteras la ceinture. Zahed a ouvert le sac de toile. Ses mains tremblaient légèrement. Ahmed l'a remarqué malgré le peu de lumière qui régnait dans la remise. En observant son père, il a imaginé que celui-ci extirpait du sac une chose vivante, grise ouverte, animal inconnu et dangereux. Je dois te dire autre chose. Ton frère n'est pas encore guéri. Il ne pourra pas porter la ceinture. Il est trop faible. C'est pour ça que je t'ai choisi. Et si Aziz n'avait pas été malade, qui aurais-tu choisi? A demandé Ahmed avec un aplomb qui a surpris son père. Pendant un long moment, Zahed n'a pas su quoi répondre à son fils, qui regrettait déjà sa question. Ahmed savait bien que son frère n'était pas simplement malade, mais qu'il ne pouvait plus guérir. Tamara n'avait laissé aucun doute sur la gravité de sa maladie. Il allait mourir, comme lui-même s'il ne faisait pas l'échange avec son frère. J'aurais demandé aux oranges de décider à ma place. Aux oranges? Voilà ce que j'aurais fait. J'aurais donné une orange à ton frère, puis une autre à toi. Celui qui aurait trouvé le plus de pépins dans son orange, eh bien, c'est lui qui serait parti. Ahmed a souri. Zahed s'est levé. La manière dont il tenait dans ses mains la ceinture d'explosifs donnait à l'objet une importance solennelle. Ahmed a alors constaté qu'elle était loin de ressembler à celle que son frère et lui s'étaient fabriquées pour s'amuser. Elle paraissait lourde et mesquine. Ahmed s'en est approché et l'a touchée avec précaution. « Tu veux la prendre? Ce n'est pas dangereux? » a demandé Ahmed en reculant d'un pas. « Non, elle n'est pas encore reliée à un détonateur. Tu sais, ça qui va te permettre de... Enfin, c'est ce que je veux dire. » Ahmed savait très bien ce qu'était un détonateur. Son père lui a remis la ceinture. « Sulayed m'a fait comprendre que tu devrais aimer la ceinture, que tu devrais la considérer comme faisant partie de toi. Tu peux la porter comme tu veux. Tu dois t'habituer à son poids, à son contact. Mais ne la sors jamais d'ici, tu comprends? Et surtout, ne viens pas ici avec ton frère, ça compliquerait les choses. Je te le promets. Tu as peur? Tu n'as pas peur? Non, a menti Ahmed. Je n'ai pas peur. Tu es courageux, je suis fier de toi. Nous sommes tous fiers de toi. Il y eut un long silence pendant lequel le père n'osait plus regarder le fils. Tiens, je te donne la clé du cadenas. À partir de maintenant, tu peux venir ici quand tu veux. Zahed s'est penché sur Ahmed et a déposé un baiser sur son front. Puis il est sorti. Quand il a ouvert la porte, la lumière du jour est entrée violemment dans la remise, aveuglement Ahmed. Une fois la porte refermée, celui-ci s'est retrouvé dans le noir le plus complet, la ceinture dans les mains. Il osa à peine respirer. Soudain, il a cru voir apparaître un visage qui flottait dans l'espace. « Grand-père, c'est toi? » Ahmed était certain d'avoir vu le visage de son grand-père Mounir. Il savait bien qu'il était mort enterré dans l'orangerie, mais la vision était si puissante qu'il l'a appelé de nouveau. « Réponds-moi, grand-père, c'est toi? » Ses yeux... Attends, je viens de penser à quelque chose. Son grand-père est enterré dans l'orangerie, là. C'est-à-dire que son grand-père va être dans les oranges, genre. Ça va goûter bizarre, ça. En tout cas, ses yeux s'étaient habitués à l'obscurité. Ahmed distinguait à nouveau les murs de la remise et les outils rangés sur les étagères de fortune. Le rayon de soleil venant de la lucarne faisant étinceler des faux, des sécateurs, des bouts de pelle et de scie. Ahmed a jeté un coup d'œil autour de lui. La vision s'était envolée pour de bon. Il a respiré profondément et il a mis autour de ses reins la ceinture. Ses muscles sont raidis. Il a fait quelques pas mal assurés. Je suis maintenant un vrai soldat. Aziz, accroupi derrière un bosquet de jardin, a vu son père sortir de la remise sans Ahmed retourner travailler dans l'orangerie. Elle n'était pas surpris du choix de son père. Elle a entendu qu'Ahmed sorte à son tour, mais en vain. Après un long moment, il a décidé d'aller le rejoindre dans la remise. Il a entrouvert lentement la grande porte. « Ahmed, qu'est-ce que tu fais? » Comme son frère ne répondait pas, il a fait un pas à l'intérieur. « Je sais que tu es là, réponds-moi. N'entre pas. Pourquoi? Laisse-moi seul. » Ahmed s'est avancé et il a distingué la silhouette de son frère dans la pénombre sale de la remise. « Qu'est-ce que tu fais? N'approche pas. Pourquoi? C'est dangereux. » Aziz s'est immobilisé. Il entendait son frère respirer bruyamment. « Mais qu'est-ce que tu as? Je ne peux pas bouger. Tu es malade? Sors d'ici. » « Pourquoi? Je porte la ceinture et si je bouge, tu racontes n'importe quoi. Tout va sauter. Sors d'ici. Je vais aller chercher notre père, a dit Aziz apeuré. Tu m'as cru, mais tu es un idiot, c'est...
esclaffé Ahmed en courant vers son frère et si rapidement qu'il l'a fait tomber sur le sol. « Tu ramas, idiot! La ceinture n'a pas de détonateur! » Aziz a attrapé les jambes de son frère et l'a à son tour jeté à terre. Les deux frères se sont battus violemment. « Je veux te tuer! Moi aussi! Donne-moi la ceinture! C'est moi qui dois y aller! C'est moi que notre père a choisi! C'est moi d'y aller! Je vais l'essayer! Enlève-la! Jamais! » Aziz a frappé son frère au visage. Ahmed s'est relevé, étourdi. Il s'est emparé d'une longue faux rangée contre un mur. « Si tu approches de moi, je te coupe en morceaux. »« Essaie! C'est sérieux, Aziz. » Les deux frères se sont observés sans bouger, écoutant leur respiration haletante. Ils n'étaient déjà plus des enfants. Quelque chose venait de changer, comme si l'obscurité avait donné à leur jeune corps l'épaisseur et la gravité que seul un corps d'adulte possède. « J'ai peur de mourir, Aziz. » Ahmed a laissé tomber le faux. Son frère s'approchait de lui. « Je sais, j'irai moi. »« Tu ne peux pas. »« C'est moi qui irai, Ahmed. »« Nous ne pouvons pas désobéir à notre père. Je prendrai ta place. Notre père ne le saura pas. »« Il va s'en apercevoir? »« Non, fais-moi confiance. Enlève-la, » a supplié Aziz. Ahmed a hésité, puis dans un geste brusque a enlevé sa ceinture. Ahmed s'en est emparé et est allé au fond de la remise, où le rayon de soleil venait de la lucarne touchait presque le sol. D'observer dans la lumière dansante l'objet qui massacrait les ennemis de son peuple et l'offrait du même coup entrer au paradis. Il était fasciné. La ceinture était composée d'une dizaine de petits compartiments de forme cylindrique remplis d'explosifs. Ahmed est venu le rejoindre. « Tu crois que les morts peuvent revenir? »« Je ne sais pas. Je pense que j'ai vu grand-père tout à l'heure. Où ça? »« Là, » a dit Ahmed en pointant à l'endroit dans l'espace devant eux. « Tu es sûr? » C'est son visage, il a disparu très vite. « Tu as vu un fantôme? » Quand tu vas mourir, ça peut peut-être revenir, toi aussi. Sortons d'ici, a dit avec empressement Aziz. Ahmed a remis la ceinture dans le sac de toile qu'il a caché sous la vieille bâche. Lors que les deux frères sont sortis de la remise, la lumière du jour leur a fait mal aux yeux.